Bonjour, dans cette vidéo on va s'intéresser au film Total Recall de 2012. Comme tout film de science-fiction, il nous présente un monde où la technologie est beaucoup plus avancée qu'elle ne l'est actuellement. Mais il arrive parfois qu'à trop vouloir en faire, on viole quelques lois de la physique au passage. Au tout début du film, on nous explique qu'après une guerre chimique mondiale, il ne reste que 2 territoires habitables sur Terre. L'Union fédérale britannique et la colonie qui est notre Australie actuelle. Un tunnel a été creusé entre ces 2 territoires et permet de faire la liaison entre les deux. Une navette est lâchée d'un des 2 territoires et tombe vers le centre de la Terre, et si on en croit le film, les passagers subissent au centre une inversion de gravité avec un passage par un état d'apesanteur, pendant lequel l'intérieur de la navette change de sens. Puis la pesanteur revient et la navette finit sa course pour s'accrocher de l'autre côté de la Terre. La durée totale de la chute est de 17 minutes dans le film. Et là, on se dit qu'on a enfin trouvé une utilité à cet exercice classique bizarre qui consiste justement à étudier le mouvement d'un objet chutant dans un tunnel passant par le centre de la Terre. Passons pour le moment sur le côté assez irréaliste de l'existence d'un tel tunnel et essayons de voir si le mouvement décrit dans le film est conforme aux lois de la physique. On va faire plusieurs hypothèses qu'on détaillera au fur et à mesure pour pouvoir réaliser les calculs. On supposera tout d'abord que le référentiel terrestre est galiléen, afin de ne pas avoir à prendre en compte les forces d'inertie sur la navette. On doit d'abord calculer le champ de gravitation G, vu par la navette au cours de la chute. Pour cela, on va négliger l'influence du tunnel et supposer que la Terre possède une symétrie sphérique. Tout plan contenant l'axe OM est plan de symétrie de la distribution des masses, donc le champ de gravitation appartient à tous ces plans, et donc selon le vecteur ER. De plus, la distribution de masse est invariante par rotation d'angle θ et φ, donc le vecteur G ne dépend que de R. On peut appliquer le théorème de Gauss de la gravitation en choisissant pour surface de Gauss une sphère sigma de centre O et de rayon R. Les vecteurs G et ds sont collinéaires et la coordonnée G de R est uniforme sur le domaine d'intégration sigma, ce qui fait que le flux s'écrit très simplement 4πr² fois G de R. Pour exprimer G de R, il faut calculer la masse intérieure, c'est-à-dire la masse contenue à l'intérieur du volume délimité par la surface de Gauss sigma. En supposant que la masse volumique est uniforme, la masse se calcule facilement, et on obtient l'expression de G en fonction de la constante de gravitation et de la masse volumique ρ0. Comme ρ0 est a priori inconnu, on va essayer d'exprimer le vecteur G en fonction d'autres grandeurs physiques. Si on dit qu'avec nos hypothèses, G en RT peut être assimilé à l'accélération de la pesanteur habituelle qu'on notera G0 à la surface, cela permet d'exprimer G de R en fonction de G0 et du rayon terrestre RT, qui sont beaucoup plus simples à manipuler. Pour l'étude du mouvement de la navette, en ayant supposé le référentiel terrestre galiléen et en négligeant les frottements, il ne reste que la force gravitationnelle. On constate d'ailleurs que cette force est la même que celle qui serait exercée par un ressort de longueur à vide nulle et qui serait fixé en haut. On peut ainsi calculer l'accélération du centre d'inertie G de la navette dans le tunnel rectiligne d'axe OX, et on tombe sur l'équation d'un oscillateur harmonique. On peut résoudre cette équation en supposant qu'à t égale 0, la navette est abandonnée depuis l'UFB, de coordonnées x égale à RT, sans vitesse initiale. On voit que la navette devrait effectuer des allers-retours. Il est donc nécessaire de la bloquer quand elle arrive dans la colonie. Le temps de chute est une demi-période d'oscillation, ce qui nous donne un temps de chute ici de 42 minutes. On arrive maintenant au moment où on va confronter nos calculs à ce qui est présenté dans le film, et on voit que ça commence plutôt mal. Le premier problème qu'on peut soulever est que la navette dans le film est beaucoup trop rapide. On pourrait se dire que ça vient peut-être de l'hypothèse d'une masse volumique uniforme, qui n'est pas très réaliste, mais on verra que ça ne suffit pas à expliquer une telle différence de temps de chute. Le deuxième problème est lié à l'approximation d'un déplacement sans frottement. On peut calculer la vitesse maximale de la navette qui est atteinte au centre de la Terre. On obtient environ 28 500 km/h, ce qui est de l'ordre de grandeur de la vitesse d'une météorite pénétrant dans l'atmosphère terrestre. Si on ne veut pas que la navette se transforme en étoile filante, il y a intérêt à ce qu'il y ait un vide très poussé dans le tunnel. Ce qui n'est absolument pas le cas dans le film, car on voit les héros ouvrir une fenêtre de la navette et escalader les flancs de la navette alors qu'elle est dans le tunnel. Au passage, ils subissent un vent relatif de l'ordre de 28 500 km/h,
et ne semble pas être tellement décoiffé pour autant. Le troisième problème est plus subtil. Dans le film, lors de la chute vers le centre de la Terre, les passagers peuvent se tenir debout normalement et marcher sur le sol de la navette. Ils se retrouvent alors brutalement en apesanteur au voisinage du centre de la Terre. L'intérieur de la navette change de sens et l'état d'apesanteur cesse brutalement quand la navette s'éloigne du centre de la Terre. Et ça, c'est malheureusement faux. En effet, dans le référentiel de la navette, le poids apparent est la somme de la force gravitationnelle et de la force d'inertie d'entraînement subie par le passager. Comme le champ de gravitation au centre d'inertie M du passager est environ le même qu'au centre d'inertie G de la navette, le poids apparent des passagers est toujours nul. Et ils sont donc toujours en état d'apesanteur, car en fait, ils tombent en chute libre en même temps que la navette. Un quatrième problème concerne le caractère rectiligne de la trajectoire. En effet, en utilisant le site AntipodeMap, on voit qu'un tunnel creusé à partir de l'Angleterre aboutirait au large de la Nouvelle-Zélande, donc pas tout à fait en Australie. Enfin, le cinquième problème fait référence à la structure de la Terre. Elle est globalement composée d'un manteau, plus ou moins rigide, et d'un noyau en deux parties. Un noyau externe liquide et une graine interne solide. Les deux parties contiennent principalement du fer, et la graine est a priori en rotation par rapport à la Terre. Donc même en ayant réussi à creuser jusqu'au noyau, faire passer un tunnel fixe dans un noyau mobile semble assez compromis. Alors est-ce qu'il faut pour autant jeter tout le tunnel aux oubliettes? Eh bien peut-être pas. En effet, si on regarde attentivement l'écran d'affichage à l'intérieur de la navette, que l'on voit au début du film, eh bien on s'aperçoit que la trajectoire de la navette ne passe pas dans le noyau, mais semble le contourner. Donc ça c'est en contradiction avec ce qui est dit ailleurs dans le film, mais ça remet l'hypothèse du tunnel sur les rails. Enfin, ça la rend un petit peu moins folklorique. Supposons alors un tunnel qui irait de l'UFB à la colonie en contournant le noyau, représenté en gris ici. Il pourrait être composé de deux tunnels rectilignes de longueur Xmax, qui arriveraient tangents au noyau, et d'un tunnel circulaire de longueur D qui contourne le noyau. On fait toujours l'hypothèse du référentiel terrestre galiléen et de la symétrie sphérique, mais on distinguera cette fois-ci les masses volumiques du noyau et du manteau en utilisant les données fournies par l'article sur Wikipédia. Pour calculer le champ de gravitation au centre d'inertie G de la navette, il faut d'abord calculer la nouvelle masse contenue dans la surface de Gauss. Pour le bilan des actions sur la navette, eh bien celle-ci est maintenue guidée sans frottement dans le tunnel, et il y a donc l'équivalent d'une force R orthogonale qui va être perpendiculaire à la direction du tunnel. Cette force R orthogonale ne travaille pas, et la force gravitationnelle qu'on notera Fg dérive d'une énergie potentielle EP, que l'on peut exprimer en fonction du potentiel gravitationnel φg. En écrivant la conservation de l'énergie mécanique, on peut obtenir directement l'expression de la vitesse dx sur dt en fonction de la position x. Dans le premier tunnel, x diminue, ce qui explique que dx sur dt soit négatif. Cela nous permet d'exprimer le temps dt en fonction du déplacement dx, et ensuite d'obtenir le temps de chute comme l'intégrale d'une fonction de x. Cette intégrale converge mais ne peut se calculer que numériquement. On en déduit un premier temps de chute de 20 minutes et une vitesse en bas de la première partie du tunnel de 26 900 km/h. Dans le tunnel circulaire, l'énergie potentielle va rester constante, donc la vitesse aussi. Le temps passé dans cette partie se calcule donc très simplement. On obtient ainsi 9 minutes, soit une durée de transport totale de 49 minutes. Revenons sur la pesanteur dans la navette. Si on s'intéresse d'abord à la navette dans le référentiel terrestre, le principe fondamental de la dynamique projetée sur la direction du tunnel nous donne que l'accélération parallèle à la direction du tunnel est égale à la composante de g parallèle à la direction du tunnel. En repassant dans le référentiel de la navette, on peut exprimer le poids apparent ressenti par les passagers. En utilisant l'égalité précédente, on s'aperçoit alors que le poids apparent est toujours orthogonal à la direction du tunnel. Il en est donc de même pour le champ de pesanteur apparent. Dans le tunnel rectiligne, l'accélération est parallèle au tunnel, donc le vecteur AG orthogonal est nul. Les passagers ressentent un champ de pesanteur apparent orthogonal à tunnel, ayant presque la même intensité que sur Terre. Dans la partie circulaire du tunnel, l'accélération est celle d'un mouvement circulaire uniforme.
ce qui fait que le champ de pesanteur est orienté dans l'autre sens, mais avec une intensité moitié. Cela est dû au fait que les passagers subissent la force centrifuge qui s'oppose à la force gravitationnelle. Le champ de pesanteur rechange ensuite d'orientation quand la navette atteint la dernière partie rectiligne du tunnel. Ainsi, il y a bien une brusque diminution du champ de pesanteur au voisinage du noyau, mais les directions du champ de pesanteur ne sont pas cohérentes avec celles du film. Voilà, on pourrait encore se poser beaucoup d'autres questions sur ce tunnel, mais la vidéo serait beaucoup trop longue, alors je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.